Pendant des décennies, les admirateurs passionnés de la série culte La Petite Maison dans la Prairie ont été convaincus d'avoir percé à jour tous les secrets entourant la relation touchante et apparemment indéfectible entre Melissa Gilbert, l'interprète de la jeune Laura Ingalls, et Michael Landon, qui incarnait son père à l'écran, Charles Ingalls. Cette complicité évidente, cette tendresse palpable qui transparaissait dans chaque épisode diffusé depuis la petite bourgade fictive de Walnut Grove, avait persuadé des millions de téléspectateurs que les liens unissant ces deux acteurs dépassaient largement le cadre de la fiction. On imaginait sans peine que, loin des caméras, Charles et Laura partageaient une proximité authentique, une affection familiale presque réelle, forgée au fil des saisons et des aventures partagées sur les plaines du Minnesota reconstituées en studio. Pourtant, des années plus tard, Melissa Gilbert, aujourd'hui adulte et riche d'une carrière variée, a choisi de lever un voile longtemps gardé sur cette relation si emblématique. À travers des confidences intimes, des anecdotes inédites et des révélations sur la personnalité complexe de Michael Landon, elle a offert une perspective nouvelle, parfois déconcertante, qui modifie irrémédiablement la façon dont on perçoit ce duo légendaire. Ce n'est pas seulement une histoire de souvenirs nostalgiques, c'est une plongée dans l'humanité profonde d'un homme dont la vie publique masquait des tourments privés, des faiblesses et une intensité qui ont marqué tous ceux qui l'ont côtoyé. Le jour où la prairie s'est tue pour toujours, le 1er juillet 1991, le monde entier a ressenti un vide immense. Michael Landon, ce visage familier qui avait conquis le cœur de l'Amérique à travers 3 séries phares, Bonanza, La Petite Maison dans la Prairie et Les Routes du Paradis, s'est éteint à l'âge de 54 ans seulement. Né Eugene Maurice Horowitz le 31 octobre 1936 dans le quartier de Forest Hills à Queens, New York, il avait grandi dans un environnement familial chaotique, marqué par les troubles psychiques de sa mère, Peggy O'Neill, une ancienne actrice de vaudeville sujette à des crises dépressives sévères et à des tentatives de suicide répétées. Ces épisodes traumatisants, qui incluaient des scènes où la jeune Eugène surprenait sa mère en train d'essayer de se noyer ou de s'empoisonner, ont laissé en lui des cicatrices indélébiles. Elles ont modelé sa vision du monde, son besoin viscéral de stabilité familiale et son désir ardent de créer des récits où l'amour, la persévérance et les liens indestructibles triomphaient des épreuves. C'est cette quête intérieure qui l'a poussé, une fois arrivé à Hollywood, à se réinventer sous le nom de Michael Landon, un patronyme inspiré d'un annuaire téléphonique, et à insuffler dans ses œuvres une warmth réparatrice, une idéalisation de la famille qu'il n'avait pas connue dans son enfance. Sa carrière a décollé comme une fusée dans les années 1950 et 1960. D'abord remarqué pour ses prouesses athlétiques au lancer du javelot durant ses années lycée, il a rapidement troqué les stades pour les plateaux de tournage. Son rôle de Little Joe Cartwright dans Bonanza, la série western qui a dominé les audiences de 1959 à 1973, l'a propulsé au rang de star. Avec son sourire espiègle, sa crinière bouclée et son charisme magnétique, il incarnait l'énergie juvénile d'une Amérique en pleine expansion. Mais c'est avec La Petite Maison dans la Prairie, lancée en 1974 et adaptée des romans semi-autobiographiques de Laura Ingalls Wilder, qu'il a atteint l'apogée de sa gloire. Non content de jouer Charles Ingalls, ce patriarche bienveillant, travailleur acharné et pilier moral de sa communauté, Landon s'est imposé comme une force créative omnipotente, scénariste, réalisateur, producteur exécutif. Il signait souvent les épisodes les plus émouvants, ceux qui traitaient de la perte, du pardon ou de la résilience face à l'adversité. Son implication allait jusqu'à l'obsession. Il supervisait les décors, les costumes, les dialogues, veillant à ce que chaque détail reflète ses valeurs personnelles. Cette série, qui a duré 9 saisons et plus de 200 épisodes, sans compter les téléfilms spéciaux, est devenue un phénomène culturel, un hymne à la simplicité rurale, à la foi et à l'unité familiale dans une époque marquée par les bouleversements sociaux des années 1970 et 1980. Pourtant, derrière cette façade de succès éclatant se cachait un homme tourmenté par ses démons. Landon était connu pour son éthique de travail inflexible, des journées de 16 heures sur le plateau, des nuits blanches à peaufiner les scripts, une exigence envers lui-même et les autres qui frôlait parfois l'épuisement. Ce rythme infernal, combiné à des habitudes personnelles discutables, des décennies de tabagisme intensif, une consommation régulière d'alcool et un régime alimentaire irrégulier malgré son apparence athlétique, a progressivement miné sa santé. Au début de l'année 1991, les signes avant-coureurs sont apparus sous forme de douleurs abdominales lancinantes qu'il a d'abord attribuées au stress ou à une indigestion passagère. Le 5 avril, après une série d'examens, le diagnostic est tombé comme un coup de massue. Un cancer du pancréas avancé, déjà métastasé au foie et à d'autres organes, jugé inopérable par les médecins.
À seulement 54 ans, l'homme qui incarnait la vitalité incarnée, avec son corps sculpté par des années de sport et de discipline, se retrouvait confronté à une sentence quasi immédiate. La nouvelle a secoué Hollywood et le public comme un tremblement de terre. Landon, incrédule, a réagi avec son habituel défi. Selon des témoignages de proches, il a effectué des pompes dans le cabinet du médecin pour démontrer qu'il n'était pas malade, refusant d'accepter la réalité. En public, il a fait preuve d'une dignité exemplaire. Le 1er mai 1991, il est apparu dans The Tonight Show animé par Johnny Carson, un des derniers grands talk shows de l'époque, pour annoncer lui-même son diagnostic. Assis face à l'animateur légendaire, les yeux brillants mais la voix ferme, il a dénoncé les rumeurs infondées des tabloïds, demandé les prières et le soutien de ses fans, et promis de lutter avec tous les moyens possibles. Il s'est lancé dans des traitements expérimentaux au City of Hope Medical Center, a adopté un régime strictement végétarien, s'est tourné vers les vitamines en mégadose, l'acupuncture et même des approches alternatives comme la visualisation positive. « Je vais battre ça », déclarait-il avec conviction, refusant de se laisser abattre. En privé, cependant, la maladie progressait à une vitesse terrifiante. Le cancer du pancréas, souvent surnommé le « tueur silencieux » en raison de ses symptômes tardifs, ne lui laissait que peu de répit. Des spéculations ont émergé plus tard sur les causes possibles. Certains ont pointé du doigt le site de tournage de la petite maison dans la prairie, située à Simi Valley, à seulement quelques kilomètres du Santa Susana Field Laboratory, un ancien centre de recherche nucléaire où des fuites radioactives et des accidents avaient été documentés dans les années 1950 et 1960. Bien que aucune preuve irréfutable n'ait lié directement ces expositions à la maladie de Landon, l'idée a persisté dans l'imaginaire collectif. D'autres ont blâmé son mode de vie passé, les cigarettes qu'il enchaînait sur le plateau, les verres par et avec l'équipe après les tournages. Landon lui-même, dans ces derniers mois, exprimait des regrets profonds. Sa fille Leslie Landon, qui était aussi actrice dans la série et jouait le rôle d'Etta Plum, a rapporté ces paroles « Mon Dieu, j'ai tout gâché. J'aurais dû surveiller ma santé. » Ces mots, murmurés dans l'intimité de sa maison de Malibu Lake, révélaient un homme conscient de ses erreurs, hanté par l'idée de laisser derrière lui une famille encore jeune, où ses enfants les plus petits n'avaient que 4 et 7 ans. Malibu, cette enclave paradisiaque surplombant l'océan Pacifique, est devenue à la fois un refuge et une prison pour Landon durant ces derniers mois. Les paparazzi, avides de scoops sur la star agonisante, escaladaient les collines, grimpaient aux arbres pour tenter d'apercevoir l'intérieur de la propriété. La famille a dû prendre des mesures extrêmes pour préserver un semblant d'intimité, démonter une partie de la clôture afin de permettre une évacuation discrète du corps après le décès, évitant ainsi les flashs impitoyables des photographes. Entouré de sa troisième épouse, Cindy Clerico, une maquilleuse qu'il avait rencontrée sur le tournage et avec qui il avait eu 2 enfants, et de sa progéniture issue de ses mariages précédents, Landon passait ses journées à alterner entre espoir ténu et préparation à l'inévitable. Leslie a initié un projet touchant, un livre d'adieu compilant des messages, des dessins et des souvenirs de tous les enfants, destinés à rassurer leur père sur leur avenir. « Nous irons bien, papa », lui assurait-il. Il consacrait ses forces restantes à des conversations profondes, dispensant des conseils de vie, exprimant son amour inconditionnel, revivant des anecdotes du passé pour ancrer ses proches dans une continuité émotionnelle. Le 1er juillet 1991, à 13h20 précise, Michael Landon s'est éteint paisiblement dans sa chambre, entouré des siens. Moins de 3 mois s'étaient écoulés depuis l'annonce publique de son diagnostic, un délai brutal qui illustrait la férocité de la maladie. Son corps a été inhumé dans un mausolée familial privé au Hillside Memorial Park Cemetery à Culver City, un lieu serein où reposent d'autres figures d'Hollywood. Son épitaphe, choisi avec soin, résume l'essence de l'homme, il a saisi la vie avec joie, il a donné à la vie généreusement. Il laisse un héritage d'amour et de rire. Ces mots, gravés dans le marbre, capturent non seulement sa philosophie mais aussi l'impact durable qu'il a eu sur des millions de vies à travers ses rôles et ses créations. Depuis sa disparition, les hommages n'ont cessé de pleuvoir, mêlés à des spéculations et à une tristesse persistante. Son legs en tant qu'acteur, réalisateur, scénariste et père de famille reste intact, célébré par les fans, les collègues et surtout par ceux qui l'ont connu intimement. Parmi eux, Melissa Gilbert occupe une place particulière. Ayant grandi sous les projecteurs en incarnant Laura Ingalls de l'âge de 9 ans jusqu'à l'adolescence, elle a passé une décennie entière aux côtés de Landon, forgeant un lien qui transcendait la fiction. Ses révélations récentes sur cet homme derrière le mythe, ses forces, ses vulnérabilités, ses colères et sa tendresse, ont ajouté des couches de complexité à l'image idéalisée que le public conservait.
L'un des épisodes les plus explosifs au sens littéral ou de leur histoire commune concerne la fin abrupte de La Petite Maison dans la Prairie. Lorsque la série s'est conclue en 1984 après 10 années triomphales, 9 saisons régulières plus 3 téléfilms spéciaux, personne n'aurait pu anticiper la manière dont Michael Landon choisirait de tirer sa révérence. Le téléfilm final, Little House, The Last Farewell, diffusé le 6 février 1984, mettait en scène les habitants de Walnut Grove refusant de céder leurs terres à un promoteur ferroviaire cupide. Plutôt que de se soumettre, ils décidaient de détruire eux-mêmes leur village bien-aimé en le faisant sauter à la dynamite. À l'écran, les explosions étaient spectaculaires. Maisons, écoles, églises, à l'exception de celles-ci pour des raisons symboliques, tout s'effondrait dans des nuages de poussière et de flammes, sous les regards larmoyants des personnages. Mais cette destruction n'était pas qu'un gimmick narratif. Pour Landon, c'était une déclaration personnelle, un acte de défi face à NBC qui avait annulé la série sans même daigner l'informer officiellement. Après avoir découvert que La Petite Maison disparaissait purement et simplement de la grille de programmation de la rentrée, sans appel ni explication, il a ressenti cela comme une trahison profonde. Je savais qu'il voulait tout démolir parce qu'il était tellement en colère, a confié Melissa Gilbert des années plus tard. C'était juste une chose tellement irrespectueuse à lui faire. Landon avait investi son âme dans cette série, il avait construit les décors de ses propres mains avec son équipe, les considérant comme sacrés, imprégnés de l'esprit de la famille Ingalls. Des rumeurs couraient qu'il craignait que le site de Big Sky Ranch à Simi Valley ne soit réutilisé pour des productions qu'il jugeait indignes, il plaisantait même en disant qu'il ne voulait pas qu'un film pornographique se tourne sur les ruines de Walnut Grove. Si NBC abandonnait son bébé, personne d'autre n'y toucherait. Gilbert se souvient avoir lu le script et compris immédiatement l'ampleur émotionnelle de cette fin. C'était tellement déchirant. Chaque jour, c'était le dernier jour de quelqu'un, explique-t-elle. Les mois de tournage du téléfilm ont ressemblé à un long enterrement, avec des adieux progressifs à chaque membre du casting et de l'équipe. Lorsque l'équipe est revenue sur le plateau après les explosions réelles effectuées en leur absence pour des raisons de sécurité, la vision des décombres a été dévastatrice. Ces bâtiments n'étaient pas juste des façades, insiste Gilbert. C'étaient des lieux où nous étions allés à l'école, où nous avions partagé des repas, où nous nous étions rassemblés pendant 10 années intenses de nos vies. Les larmes à l'écran étaient genuines, les acteurs pleuraient, déclenchant une chaîne de sanglots qui touchait même les techniciens derrière la caméra. Gilbert compare cela à une catastrophe naturelle, un aperçu du chagrin de perdre un foyer. Symboliquement, 2 structures ont survécu, l'église, épargnée car la détruire aurait été perçue comme un acte de haine, et la petite maison des Ingalls, démontée avec soin par l'acteur Dean Butler, qui jouait Almanzo Wilder, et conservée pendant des décennies. Pour Gilbert, ces rescapés incarnaient l'espoir, même si nous partons, nous pouvons toujours reconstruire, comme l'a toujours fait la famille Ingalls. Son propre moment cathartique dans le film survient quand Laura, en rage et en deuil, fracasse des assiettes et brise des vitres avec un balai. Toute occasion de casser des choses devant une caméra est un plaisir, rit-elle aujourd'hui, mais à l'époque, cela lui a permis d'évacuer des tensions adolescentes et une part de son chagrin. Cette fin a divisé les fans. Pour certains, une destruction inutile d'un héritage familial. Pour d'autres, un acte de propriété défiant, fidèle à l'esprit protecteur de Landon. Quoi qu'il en soit, elle a garanti que la série s'achève selon ses termes, sans risque de suites indignes. Gilbert a conservé quelques reliques, sa feuille de service d'audition, le script du pilote annoté, la robe rouge du générique, mais a vendu le reste aux enchères, estimant que les souvenirs suffisaient. En 2024, la série reste la plus streamée parmi les classiques, avec plus de 13 milliards de minutes visionnées, et un reboot Netflix est en préparation. Gilbert soutient cela, affirmant que l'original reste intouchable mais qu'il y a de la place pour de nouvelles histoires. Le 1er juillet 2025 a marqué le 34e anniversaire de la mort de Landon, une date que Gilbert commémore avec émotion. Sur Instagram, elle a posté « Waouh ! 34 ans. Difficile à croire. Je pense à vous et envoie tout mon amour à Leslie, Mark, Shauna, Michael Jr. Christopher et toute la famille. » Accompagné de photos repostées via le Pancreatic Cancer Action Network, Pancéan, ce message porte le poids de décennies d'affection. Gilbert se souvient du diagnostic appris via un appel personnel de Leslie Landon Matthews, sa grande amie depuis 50 ans. « J'étais anéantie », confie-t-elle. Ayant perdu son père biologique par suicide à 11 ans, Landon avait comblé ce vide. Elle lui a rendu visite une semaine avant sa mort, très dur, mais vraiment important de lui dire adieu. Landon incarnait la santé,
Un triangle inversé, si fort, et voir le cancer l'emporter si vite était rageant. Gilbert est cette « maladie brutale et pernicieuse » qui a aussi pris son ami Patrick Swayze. Via sa marque moderne Prairie, elle collabore avec Penséen, collection violette, bonnets, mouchoirs, sacs à tarte, plaids, tote bag, dont intégraux pour recherche et soutien. Les progrès contre un cancer aident tous, dit-elle. Les fans réagissent. Landon a élevé la génération X, son impact reste immense. Leur lien père-fille débuta en 1974 lors de l'audition de Gilbert, 9 ans. Il avait cette aura incroyable, m'a fait rire immédiatement. C'était spécial et instantané. 2 ans plus tard, la mort de son père la pousse vers Landon, qui endosse naturellement ce rôle. Il lui enseigne l'acting, le respect de l'équipe, la surnomme Alf-Pain, clin d'œil au livre, pour distinguer des deux Mélissa. Il transforme les photoshoots en farce, vacances ensemble, offre cadeaux généreux via son commentaire du Rose Parade. Sur le plateau, il mène avec rigueur et bienveillance, écrit, réalise, produit. Gilbert, tout cela c'est grâce à lui, son héritage à 100%. Leur duo à l'écran semblait réel car il l'était. La « vérité choquante » n'est pas un scandale, mais un lien authentique inébranlable. Ce récit dépasse la nostalgie, il humanise Landon, montre ses failles, son génie, son amour. Son héritage vit dans les cœurs, les combats comme celui de Gilbert contre le cancer, les histoires qui inspirent. Charles et Laura étaient plus que fiction, un père et une fille pour de vrai, unis par la vie au-delà de la prairie. Et vous, avez-vous perçu cette authenticité entre Charles et Laura? Cette exploration approfondie des coulisses, des luttes et des triomphes de Michael Landon et Mélissa Gilbert vous a-t-elle touché? Si oui, likez, partagez, abonnez-vous pour plus d'histoires vraies derrière les légendes de la télévision. Ensemble, honorons les liens qui durent, les leçons de résilience et l'amour qui transcendent les écrans. Merci d'avoir suivi cette plongée émouvante dans l'univers de la petite maison dans la prairie. À bientôt pour d'autres révélations captivantes.